l'école polytechnique. Eh bien, mon uniforme de l'époque, qui a plein de poussière, mais qui est encore tout beau. Il fait partie de l'élite de la nation et a défilé en première ligne le 14 juillet 1984. Polytechnique, puis l'école des mines de Paris, 7 ans d'études prestigieuses qui lui ont ouvert les portes de la vie professionnelle. J'ai trouvé tout de suite après, c'était même des époques qui n'existent plus aujourd'hui, puisqu'on était en général engagé avant de faire nos écoles d'application. C'est-à-dire une embauche assurée avant même d'être diplômé. Olivier Perrault a été haut dirigeant de groupes industriels et a fait une partie de sa carrière à l'étranger. Mais aujourd'hui, à 48 ans, et depuis 2 ans, il cherche du travail. Le côté inquiétude, ça dépend peut-être un peu du tempérament. Je pense que je suis optimiste à la base, donc j'ai pas trop d'appréhension par rapport à des périodes comme ça, même si c'est pas agréable quand ça arrive, quoi. Comme Olivier Perrault, 5% des diplômés de grandes écoles seraient sans emploi. Ils mettent en moyenne 7 à 10 mois pour retrouver du travail. Des réunions qui ressemblent à des comités d'administration ou un travail sur leur image pour les aider, voilà ce que proposent des cabinets de conseil spécialisés. Ici, pas question de parler de chômage, mais de transition ou de repositionnement professionnel, un changement parfois difficile à vivre. Cette espèce de dynamisme. Ils ne sont pas devenus cadres dirigeants par hasard, ça a une fonction pour eux, c'est important pour eux, ils ont besoin de cette reconnaissance, ils se sont construits autour de cette reconnaissance et tout d'un coup, ils arrivent dans une période où ils doivent aller chercher la reconnaissance. Pour Olivier Perrault, la période de transition semble s'achever. Il pourrait prendre les rênes de cette entreprise en redressement judiciaire. Il espère avoir la réponse à la fin du mois. Il est 20h21 à suivre dans un instant une rencontre, celle d'une victime de son ravisseur. 34 ans après les faits, le baron Ampin retrouve le chef du commando qui organisa son enlèvement. Un samedi de sport, du ski avec le sourire de Tessa Worley, les handballeurs français qui chutent et les 16e de finale de la Coupe de France, surprise ou pas. Et puis du cinéma, Robert Downey Jr. et Jude Law retrouvent Sherlock Holmes et le docteur Watson. Les images de ce nouvel opus qui sort mercredi. Un double témoignage maintenant avec cette rencontre étonnante entre Alain Cayol qui retrouve le baron Ampin. Il y a plus de 30 ans, il était le chef du commando qui a enlevé, séquestré et mutilé ce riche industriel. L'affaire avait fait la une de l'actualité à l'époque. Un film a récemment raconté cette histoire violente qui brisera la vie d'un homme. Témoignage inédit ce soir. Lionel Feuerstein et Mathieu Niven-Gloski. Ils ont vieilli mais n'ont rien oublié. D'un côté, le baron Édouard Jean Ampin aux cheveux blancs, de l'autre, l'un de ses ravisseurs, Alain Cayol. 34 ans après, l'ancien gangster publie un livre Confession sur un enlèvement qui a marqué à jamais la vie du baron. À la lecture du livre, on se rend compte quand même que ces 63 jours, c'était pas des vacances. Ça a été extrêmement pénible, extrêmement dur. Ce 23 janvier 1978, Alain Cayol et son équipe sont en planque avenue Foch à Paris. Après avoir hésité entre Marcel Dassault et Liliane Bettencourt, leur choix est fait. Ce sera le rap du baron Ampin. Ça a été ultra rapide. La voiture est arrivée, on a rejoint nos véhicules, on s'est équipé dedans, on s'est armé, etc. Et à ce moment-là, M. Ampin est sorti, il est monté dans sa bagnole, il avait le Figaro qui l'attendait à l'arrière. Il a juste eu le temps de le déplier et boum. À l'époque, Édouard Jean Ampin est à la tête d'un empire industriel. 300 sociétés, 125 000 salariés et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce grand patron, au physique d'acteur, est emmené sur son lieu de détention. Un endroit improbable, dans le Val d'Oise, qu'Alain Cayol dévoile ici pour la première fois. C'était ces portes-là, on les avait évidées juste pour le passage d'un homme. Et une fois qu'on était passé, on les remblayait un petit peu. Donc voilà, c'était absolument invisible. Les 4 premières semaines, le baron Ampin les vit ici, enchaîné et caché sous une tente. Pendant la guerre, ces galeries devaient servir de lieu de stockage aux missiles V2 allemands. Ah, ici, vous pouvez crier, vous pouvez hurler, personne ne vous entend. Bon, c'est un tombeau, c'est un tombeau. Ils ont été très cruels, ils ont été... mais il ne faut pas oublier qu'ils ne m'ont pas tué. Les malfaiteurs demandent alors 80 millions de francs de rançon, 12 millions d'euros
Et pour prouver qu'il ne plaisante pas, envoie une phalange à la famille, qu'on retrouvera plus tard dans une consigne de la gare de Lyon. On s'est dit, les licenciements massifs, c'est cruel et c'est injuste. Hein. Alors, aujourd'hui, un patron, on va lui faire quelque chose de cruel et d'injuste. Il n'a rien dit, il ne s'est jamais plaint. À partir du moment où on vous mutile, vous êtes mutilé, qu'est-ce que vous voulez faire, de toute façon? Bon, vous avez mal, bon, d'accord, vous avez mal, mais enfin, c'est quelque chose qu'on supporte. L'être humain supporte très bien la douleur physique. Le 24 mars 78, Alain Cayol, ici en photo, est arrêté lors d'une fusillade sanglante près d'Orly. La remise de la rançon était un piège tendu par la police. Les proches du baron, en accord avec les autorités, n'ont pas voulu payer. 2 jours plus tard, l'industriel est relâché porte d'Ivry après 63 jours de détention. J'ai eu la haine de mes ravisseurs, bien entendu. Mais le désir de me venger, non. Le désir de me venger, c'est la justice française qui m'a vengé. C'est elle qui les a attrapés, c'est elle qui les a punis durement. Je dois le faire. Et jusqu'à présent, les ravisseurs ne s'étaient jamais excusés. Moi, j'avais besoin en tout cas de faire ce geste en lui disant, ben oui, on t'a fait la guerre, on t'a attaqué, ça s'est passé il y a 34 ans, maintenant je voudrais juste te dire qu'on est en paix, quoi. Et moi, tant que je lui avais pas dit ça, je ne pouvais pas être en paix. Alain Cayol a passé 11 ans en prison pour ce rapt. Aujourd'hui, les 2 hommes se disent quittes, même s'ils ne seront jamais amis, ils n'excluent pas de se revoir un jour. On part pour les États-Unis et l'État de Caroline du Sud. C'est la nouvelle étape des primaires pour les Républicains. Et c'est une étape historiquement importante, vous allez le voir. On croyait connaître le favori, l'homme qui allait se retrouver face à Barack Obama il y a encore quelques jours. Mais finalement, rien n'est fait. Maryse Burgot, Aaron Diamond. C'est le sud profond de l'Amérique, celle qui aime les rocking chairs et les conservateurs pur jus. Ce matin, ce coin de campagne accueille d'ailleurs l'un d'entre eux, Mitt Romney. Mais le candidat républicain à l'investiture, comment allez-vous, monsieur Romney, est-il justement suffisamment conservateur pour l'emporter en Caroline du Sud? Oui, disent les partisans de ce milliardaire mormon, il a pourtant perdu du terrain ces derniers jours. Il est suffisamment conservateur pour nous. J'aime ses idées, son expérience dans les affaires. Lors du dernier débat télévisé, ses adversaires l'ont d'ailleurs présenté comme un capitaliste vautour qui, en plus, hésite à dire combien il paie d'impôts. Je le ferai, peut-être, concède-t-il piteusement. Son rire jaune, son embarras servent largement les intérêts de Newt Gingrich, l'autre favori. Ce vieux briscard de la politique américaine se sert de la campagne pour vendre son dernier livre. Il n'y a pas de petit profit. À ses côtés, Calista, sa 3e épouse. Ce passé conjugal tourmenté lui vaut d'ailleurs un stupéfiant coup bas, l'attaque en règle de sa 2e épouse. Il m'avait demandé un mariage libre et j'ai refusé. Oui, il voulait que j'accepte qu'il ait une autre femme dans sa vie. Gingrich répond qu'il n'a jamais rien demandé de tel à son ex-femme. Mais dans ses discours, ce conservateur demande régulièrement pardon pour sa vie privée, jadis dissolue. Une repentance publique pour tenter d'amadouer la Caroline du Sud, une terre profondément chrétienne et attachée aux valeurs familiales. Et on retrouve en direct de Columbia Maryse Burgot. Bonsoir Maryse, difficile de connaître donc à l'avance le vainqueur de cette primaire. Bonsoir Laurent, oui les cartes semblent complètement rebattues ce soir alors que la Caroline du Sud est en train de voter. Vous savez, nous sommes ici dans un État ultra-conservateur où les chrétiens évangéliques sont très puissants, où ils font un petit peu la pluie et le beau temps. Alors cette population du sud profond des États-Unis ne se reconnaît peut-être pas forcément dans le profil modéré, centriste de Mitt Romney. Alors est-ce que cela veut dire que c'est l'autre favori, Newt Gingrich, qui va l'emporter ce soir? Difficile de le dire tant ces deux hommes sont au coude dans les sondages. Nous les avons d'ailleurs suivis toute la journée et tous les coups sont permis entre eux jusqu'au dernier moment. Merci beaucoup Maryse Burgot. Le sport de ce samedi avec beaucoup d'actualités, du ski et la victoire de la Française Tessa Worley en Coupe du Monde, l'équipe de France de handball qui tente de s'habituer à la défaite. Et puis les résultats du jour, les 16e de finale de la Coupe de France. La sueur froide du jour était pour le LOSC face à Clermont et la surprise se nomme Bourg-Péronas. On voit cela avec Grégory Naboulet.
Voilà pourquoi les footballeurs professionnels se méfient tant de la Coupe de France. Un terrain qui n'en est plus un, des supporters hystériques